c'est pas un privilège réservé aux jeunes mâles blancs qu'on fait à HEC de créer des boîtes, de faire des trucs. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. D'accord. Je serai à la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Entreprendre dans l'Ain, le podcast. Rebonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre dans l'Ain. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Julien Vogler à la maison qui est là pour nous parler de son activité. Julien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, toi et ton activité ? Bonjour, donc je suis Julien Vogler, web designer et consultant en accessibilité numérique. Donc je mets en conformité des sites à l'accessibilité numérique et je conçois des sites internet nativement accessibles. Ok. Qu'est-ce que c'est que l'accessibilité numérique ? En fait, l'accessibilité numérique, c'est l'ensemble des pratiques et des techniques qui permettent à tous de naviguer sur internet, de comprendre le contenu, de pouvoir utiliser les outils numériques. Donc ça peut être un site internet ou même consulter un document bureautique comme un document PDF ou même consulter une borne interactive par exemple pour réserver des tickets de cantine au sein d'une mairie. Ok. Et par rapport au site internet, donc comment ça se met en œuvre ? Qu'est-ce qui se passe quand on décide d'avoir un site qui soit accessible ? J'ai envie de dire, à quoi ça correspond ? Parce qu'en fait, moi, ça me parle pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des changements à mettre en œuvre ? À quel niveau ? Pour mieux comprendre, vaut mieux expliquer ce qui se passe quand un site n'est pas accessible. Donc, par exemple, faut se mettre à la place d'une personne qui est malvoyante ou même non-voyante. Mm-hmm. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres problématiques liées au handicap, par exemple. Une personne qui est malvoyante va utiliser des technologies d'assistance pour consulter un site internet. Oui. Donc, ça peut être un lecteur d'écran, ça peut être une plage braille, donc un clavier qui va sortir des petits picots et qui pourront lire le contenu de la page en fait en braille. Ok. Ça, c'est des outils qui sont très fonctionnels, qui sont vraiment essentiels pour ces personnes, à condition que le site internet ou le contenu numérique soit adapté. Ouais. Donc, par exemple, pour un site internet, c'est un site qui est bien codé, qui respecte des normes. Malheureusement, il y a encore beaucoup de web designers qui ne sont pas du tout formés dans l'accessibilité numérique. Ok. Donc, par exemple, pour vous donner un chiffre, on est à peu près à 4% des sites actuellement qui sont consultables pour des personnes qui utilisent des technologies d'assistance. Ok. C'est hyper intéressant, effectivement. Mais ça veut dire, en plus, on est sur un territoire ici, dans l'Ain, où, et notamment plus particulièrement encore plus proche sur le budget, où il y a de nombreux organismes qui accompagnent le handicap, etc. Donc on peut imaginer qu'on a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap, et donc qui peuvent être confrontées, effectivement, à des freins à l'accès à certains sites. Après, il faut pas... C'est vrai que là, c'est la vision du handicap comme on l'a même nous tous, mais à juste titre, parce que on croit que ce qu'on voit. En réalité, oui, on est dans un territoire qui est fortement touché par le handicap. Après, il y a certaines personnes qui ont un handicap qui n'iront pas sur Internet parce que il y a des handicaps cognitifs qui sont très lourds ou physiques. Tout à fait, ouais. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça touche une personne sur 5, 12 millions de personnes en France, le handicap, et 80% des handicaps sont invisibles. Donc quand on parle de handicap, on peut parler d'un handicap permanent. Donc soit on est avec, on peut être aveugle de naissance, ou on peut être tétraplégique, on peut le devenir par un accident, mais on a aussi les handicaps invisibles, donc une dyslexie, quelqu'un un contenu qui est trop fourni, qui n'est pas assez aéré. Ouais. Il y a les daltonismes, si les contrastes de couleurs ne sont pas respectés, donc ils ne verront pas le contenu. Effectivement. Donc il y a tout un tas de handicaps qu'on a tendance à oublier. On pense souvent à cette personne en fauteuil roulant, parce que c'est comme ça, même sur des pictogrammes, qui est souvent représenté le handicap. Mais en réalité, ça touche beaucoup de monde, et ça peut aussi nous toucher, nous, même demain, ou même avec le vieillissement. Et je te remercie énormément de pouvoir amener cette clarification, parce que c'est vrai qu'on a tendance, effectivement, comme tu le dis, à voir le handicap principalement dans son aspect physique, déjà. L'aspect cognitif, souvent, il vient un peu en deuxième lecture, mais comme tu le dis, il y a tous les handicaps invisibles qui sont là et qui peuvent aussi avoir des implications dans la vie au jour le jour. Donc, finalement, ton travail, ça va être de mettre en conformité ou de créer des sites qui sont directement, facilement accessibles
pour la plupart des handicaps. C'est ça que... Voilà, en fait, c'est vraiment mon expertise d'accessibilité qui est comme ça. Donc la solution, c'est d'abord la mise en conformité en parallèle de chaque prestataire de mes clients. Donc si par exemple une mairie travaille déjà avec telle agence pour son site internet, le but ça va être d'accompagner la mairie pour être en conformité technique et administrative, parce que il y a d'autres conformités que la technicité, et également avec son prestataire en collaboration. Ok. Donc après c'est vrai que les lois en fait sont de plus en plus strictes dans ce sens. Si vous voulez, tout ça a commencé en 2005. En 2005 avec la loi handicap qui également concerne l'accessibilité des bâtiments, les rampes d'accès. Donc dans cette loi de 2005, je ne sais plus le titre exact, mais l'article 47 précise en fait des caractéristiques pour les outils numériques. Sauf que depuis 2005, il n'y a pas grand chose qui a avancé. Donc ça a été, la loi a été agrémentée d'autres décrets, d'autres lois pour durcir, parce que forcément, si ces personnes sont exclues, une personne sur 5, encore une fois, si ça avance pas, on est obligé de toucher dans le portefeuille, on est obligé de cadrer encore plus la loi. Donc l'Union européenne en 2016 a fait un petit rappel à la France comme quoi elle était très en retard dans ce sens. Donc il y a eu un décret en 2019 qui a précisé des sanctions, des organismes de contrôle. Et d'année en année, en fait, j'ai parlé des collectivités, mais il y a les collectivités qui sont soumises à la loi handicap, mais également les entreprises de plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Et d'année en année, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont soumises à ça, parce qu'il faut vraiment que ça avance. Ces personnes ont autant de droits que nous. D'ailleurs, nous, on peut être ces personnes. Et demain, si vous voulez vous faire votre carte grise, maintenant c'est essentiellement en ligne. Si vous avez envie d'apprendre les paroles d'une chanson, parce que on se limite pas que à l'obligatoire, on a le droit aussi d'avoir du plaisir, des loisirs. Donc faut pouvoir consulter les paroles de ces chansons, même si on est non-voyant, même si on est handicapé d'une main et qu'on ne peut pas utiliser une souris d'ordinateur. Tout à fait. Et donc par rapport à ça, toi, ta prestation, elle est, comme tu dis, tu vas accompagner aussi bien, tu vas accompagner un client qui peut être une collectivité ou une entreprise, et tu travailles main dans la main avec d'autres prestataires, ou tu fais toi, si j'ai bien compris, des sites. Mais comment tu es arrivé à ça ? Comment tu es arrivé à travailler sur la question de l'accessibilité ? Dans mon cas, en fait, moi, je travaille en collaboration avec les personnes, avec mes clients et avec leurs prestataires à eux. Si jamais ils décident pas de faire une refonte de site internet, parce que si c'est le cas, du coup, c'est moi qui prends en charge du coup le site internet du client. Comment j'en suis arrivé à ça, en fait, c'est que dans mon parcours, j'ai été passionné par le web depuis très longtemps. Déjà à 10 ans, je faisais des sites internet sur l'ordinateur portable de mon père avec le bloc-notes. Et j'ai toujours été très passionné par ça et je ne l'ai jamais mis en avant, en fait. Ça n'a jamais été dans mon cursus. Ça a toujours une passion. La vie a fait que j'ai été obligé de changer de voie. Donc je me suis formé pour pouvoir valider mes compétences, parce que jusque-là, ça a toujours été en toute autodidactie. En fait. Donc j'avais quand même envie de confirmer mes compétences pour éviter le plus possible ce syndrome de l'imposteur. Puis parce que j'ai aussi conscience que quand on apprend par soi-même, il y a peut-être parfois des biais ou des choses qui ne sont pas bien acquises. Donc j'ai fait une formation en tant que web designer, et en fait c'est dans cette formation qu'il y avait un module d'accessibilité. C'est une des premières formations qui en parle, parce que comme je disais, les web designers, les webmasters, tous les concepteurs internet n'ont pas forcément de formation dans l'accessibilité. Et c'est cette notion d'accessibilité qui m'a vraiment touché, parce que moi-même, en fait, j'ai un handicap invisible, bon, ça se voit pas, mais parfois, je peux avoir des difficultés, soit à me concentrer, ou même au niveau des douleurs que je peux avoir en consultant un site, notamment sur mobile, quand un menu est tout en haut, que je dois tendre mon pouce au maximum. C'est des choses qui me touchent énormément. Le handicap me touche, et j'avais aussi surtout besoin, c'est d'avoir... J'ai commencé à travailler à 16 ans, et
j'ai toujours fait des métiers qui me passionnaient, mais j'étais toujours en manque d'une sorte de mission sociale. J'avais toujours, je me dis, il va vraiment falloir que je trouve une association ou quelque chose parce que j'ai envie d'être d'une utilité dans la société. Et j'ai toujours eu cette espèce de manque en fait dans tout mon cursus, Ouais. où je me dis c'est bien, que ce soit en électricité quand j'étais électricien ou dans le commerce, j'étais très heureux, j'étais bien dans mon travail, mais il y avait toujours ce manque de vraiment aider en fait. Et là, en fait, je voulais pas juste créer des sites internet pour créer des sites internet. Je voulais vraiment une mission derrière ça, et c'est ça que j'ai aimé, en fait. C'est pour ça que comment dire, Tourner, spécialisé ouais, dans c'est- l'accessibilité numérique, par une formation également. Alors c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu ce que j'essaie de véhiculer à travers l'association Entreprendre dans l'Ain, c'est tout le côté que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, finalement on peut à travers ça mettre du sens dans notre activité professionnelle, et moi c'est ce que j'entends là quand tu me racontes ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'Ain? Est-ce que tu es natif du département? En fait, non, je suis de Savoie. Ok. Après, j'ai été en Bretagne aussi pendant un temps. Mhm. Après, je suis revenu en Savoie. Et après, j'ai rencontré la mère de mes enfants qui habitait dans l'Ain. D'accord. Donc, du coup, je suis venu aller habiter avec elle. Et Mhm. puis, bah, on a fait un bout de chemin ensemble. Et puis, bah, me voilà dans l'Ain, quoi. Ok. Et aujourd'hui, tu es installé dans le Bugey, dans le Val-Romey plus précisément. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a attiré sur le secteur du Val-Romey? Non, bah, clairement, de base, c'est vraiment parce que bah, la mère de mes enfants est dans le coin. Mhm. Maintenant, on est séparés, donc bah, on reste dans proximité pour Ok. les enfants aussi. Mais par contre, c'est une réelle découverte. Le budget est déjà de base, Mhm. que je connaissais pas, parce que moi j'étais très chauvin quand même. Et passer la dent du chat en Savoie, je connaissais Yenne, mais j'étais jamais allé plus loin en fait. En réalité, les gorges de la Balme, après, c'était une grande découverte. J'ai découvert la nature en fait de l'Ain, et c'est dans mes valeurs profondes en fait. Je suis quelqu'un qui adore la nature. Mhm. Je déteste, enfin, c'est la ville qui me déteste, je sais pas. La ville, moi, c'est pas pour moi. J'y passe. Ok. Quand je suis obligé d'y aller, ça dure 1 heure, c'est déjà monumental. Et puis, bah, le Val-Romey, c'est encore différent du budget. On va pas se mentir, c'est encore autre chose. Il y a vraiment une atmosphère ici. Les gens ont un autre rythme. La nature est sous toute couture. On peut être dans la montagne, on peut être dans la forêt, on peut être au bord d'un lac. Mhm. Moi, je suis très très bien ici. Super, mais je pense que oui, il y a beaucoup d'éléments dans le Val-Romey qui effectivement attirent, hein. Clairement, je te confirme. Ça fait combien de temps maintenant que tu es installé à ton compte? Bah là, ça va faire 1 an. Ok. Ça va faire 1 an que je suis à mon compte. Voilà. Et quand tu t'es lancé, qu'est-ce qui a été le plus important pour toi au moment où tu t'es dit, tiens, je vais me mettre à mon compte? Alors, il y a plusieurs choses. Mhm. Déjà, de base, en fait, j'avais, entre guillemets, terminé ma carrière de salarié Mhm. en tant que responsable de magasin dans un commerce spécialisé en électroménager. Mhm. Ça s'est fait contre ma volonté. En fait, c'est vraiment la santé qui a Mhm. pêché à ce moment-là. Donc, il y a eu un licenciement pour inaptitude. Enfin, Mhm. et bah, ça, c'était quand j'avais 27 ans. Mhm. Et on me dit, bon, bah, j'ai fait quelques démarches, et la sécurité sociale me dit, bon, bah, invalidité catégorie 2, vous ne pouvez plus travailler. Je fais, bon, bah, 27 ans, on n'a pas envie de plus travailler, en fait, quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'il bah, y a souvent les douleurs ou d'autres choses qui reviennent, et qui font que, oui, on se dit, bah, comment s'engager avec un patron, en fait. Mhm. Je suis pas sûr de pouvoir me lever le matin à telle heure pour aller répondre à l'engagement de mon contrat de travail. Mhm. C'est trop aléatoire en fait niveau santé pour s'engager auprès d'un employeur. Après, il y a aussi le fait que, bah, comme je dis, je suis papa solo Mhm. en garde alternée. Mhm. Donc, en habitant en pleine campagne, pour trouver du travail, Mhm. bah, déjà il faut se déplacer. Donc, poser les enfants à l'école le matin, Mhm. se déplacer pour aller au travail, réussir à faire ses 8 heures dans la journée de travail, Mhm. revenir aller chercher les enfants à 16 heures. Mhm. Et je trouvais ça très très compliqué à gérer en tant que papa solo. Mhm. Donc en fait, c'est cet ensemble de choses qui font il fallait que je trouve quelque chose qui me corresponde. Donc que ce soit en termes d'horaire pour faciliter,
Et c'est vrai que ce choix c'est la passion. Mhm. J'ai eu plein d'autres idées entre-temps, mais qui correspondaient pas forcément avec la santé. Mhm. Là, c'est vraiment un choix de passion qui est adapté pour ma vie de famille, Mhm. qui est adapté pour mes contraintes de santé, parce que les rendez-vous, dès que je peux, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient l'après-midi. Mhm. Le matin, 80% du temps, je peux me lever, Mhm. mais je préfère consacrer le temps du matin Mhm. à des travaux sur mon ordinateur où il n'y a pas quelqu'un qui m'attend pour pouvoir pas faire de faux Je plans. comprends, ouais. Et comment dire, oui, c'est adapté. Même je pensais même l'aspect Covid, parce que j'ai vécu quand même une période de chômage entre mon licenciement Mhm. et l'ouverture de mon entreprise, où il a fallu que je remette en question plein de choses. Et il s'est passé le Covid. J'étais au chômage à cette époque-là, Mhm. mais j'ai vu ce que ça pouvait donner pour d'autres entreprises, Mhm. dont des entreprises dont j'ai pu avoir le projet d'ouvrir. Mhm. Je me dis non, en fait, on arrive dans un cercle où c'est un peu dangereux, Mhm. surtout en tant que créateur d'entreprise. S'il arrive un Covid de nouveau, bah, Mhm. c'est un coup à repartir à zéro, voire pire, quoi, à annuler tout projet d'entrepreneuriat. Donc je me dis, là, mon métier, en fait, qu'il y ait un Covid ou pas, bah, ça va être des rendez-vous en visio plutôt qu'en présentiel, et je peux quand même travailler malgré un confinement éventuel, quoi. Ouais. J'ai l'impression que dans ta situation, le fait de te lancer à ton compte, finalement, ça a vraiment été la solution idéale, quoi. Et que ça venait cocher finalement toutes les cases de ton besoin dans ta situation. Et malgré ça, est-ce qu'il y a quand même des moments où tu doutes de te dire est-ce que j'ai bien fait de me mettre à mon compte? Est-ce que de temps en temps, t'as pas l'envie de te reprendre un statut salarié? Comment ça se passe? Bah oui, le doute il y est. Après, je pense pas être le seul en réalité, mais Mhm. en fait, le doute, il est surtout sur le fait que mon entreprise elle est jeune, Mhm. et bah, pour le moment, forcément, en termes de clientèle, bah, c'est pas encore la plus grande joie en termes de Mhm. quantité de travail. Ouais, Pas autant que je le souhaiterais, mais ouais, je comprends. j'ai très bon espoir parce qu'il y a énormément de travail dans ce domaine. Mhm. Mais le plus tôt, ouais, c'est le doute, c'est de pouvoir vraiment subvenir aux besoins de la famille. Mhm. Et je me dis qu'en tant que salarié, bah, à moins de faire une faute grave, je veux dire, on va au travail, on a notre salaire à la fin du mois, quoi. Mhm. Donc non, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de retourner dans le salariat. Peut-être qu'un jour je serai forcé. Mhm. Mhm. J'ose espérer que non, mais ce serait pas un échec en soi. Ouais. C'est juste que, bah, comme je l'ai expliqué avec mon parcours de vie, je trouverais ça très compliqué de retourner dans le salariat niveau engagement auprès d'un patron. Et surtout en termes d'enrichissement personnel et enfin Mhm. de comment dire de bien-être, quoi, de bien-être et de réponse à mes besoins profonds, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus stimulant au jour le jour quand tu es là à travailler? Quelle est la motivation que tu as tous les jours pour finalement t'activer dans cette activité? Mais en fait, c'est encore une fois, c'est cette histoire de mission, en fait, Mhm. de mission de société. C'est qu'à la fois, quand je démarche et que j'explique l'activité et les enjeux de l'accessibilité numérique, je me sens porteur d'une mission, parce Mhm. qu'on n'en parle pas suffisamment, ou les fois où on en parle, c'est de manière très euh, alarmante, en fait, en réalité. Mhm. Par contre, comment dire, le fait de démarcher et de porter cette mission auprès de collectivités, d'entreprises, déjà, c'est important pour moi. Et pour la finalité aussi, parce on a derrière l'utilisateur qui est soit en situation de handicap ou soit qui a une difficulté quelconque. Et en réalité, même tout le monde, parce qu'une interface qui est bien pensée, un site internet qui est bien pensé, en réalité, même quelqu'un qui a absolument aucune déficience ou aucun handicap, eh ben, ça sera fluide pour lui, ce sera Mhm. une interface fluide et utilisable. Donc c'est la mission aussi d'aider à améliorer le web de 2025 et plus tard. C'est génial. Et est-ce que malgré toute cette envie, cette mission que tu trouves là-dedans, est-ce qu'il y a encore des moments qui sont frustrants dans cette aventure entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis compliqué? Ça serait quoi pour Alors, toi les challenges?
Là, les gros challenges qui est le plus frustrant, c'est vraiment le mot en fait, la frustration. Mhm. C'est que, par exemple, des collectivités qui sont soumises à cette loi Mhm. n'ont même pas l'information. Mhm. C'est-à-dire que moi, quand je démarche, je suis obligé presque de... En fait, c'est frustrant et à la fois, ça fait aussi partie de ma mission telle que je Mhm. l'entends. Après, est-ce qu'à la longue... voilà, bon. Mais techniquement, si on part dans le bon sens, ça devrait être les préfectures ou les communautés de communes qui Mhm. préviennent les mairies de leurs obligations. Et c'est les mairies qui vont trouver des prestataires pour répondre Mhm. à cette mise en conformité. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc, en fait, je démarche. J'ai l'impression au départ passer pour un charlatan, Mhm. parce que c'est un sujet qui est méconnu, qui est Mhm. assez lourd, parce Mhm. qu'il y a quand même des règles et des critères techniques qui sont lourds. Alors, on essaye de pas trop parler technique pour pas trop perdre l'interlocuteur, mais Mhm. c'est ce côté démarchage, au tout début du démarchage, on passe vraiment pour un charlatan. Mhm. Il faut vraiment rassurer parce que sujet inconnu, je veux dire, un commercial qui va vous démarcher pour son aspirateur, il va falloir, tout le monde sait ce que c'est qu'un aspirateur, il va juste falloir donner les plus-values de son aspirateur, qu'est-ce qu'il va apporter de plus à son client. Mhm. Là, j'apporte quelque chose, en fait, ils sont pas au courant de leurs obligations. Mhm. Donc ça, c'est déjà la première frustration, le premier challenge, c'est ça. Mhm. C'est de supprimer ce côté euh, comment dire, de recul. Là, c'est un charlatan qui va me vendre je ne sais quoi, alors qu'en réalité, je suis plus là vraiment pour aider, pour accompagner. Mhm. Et le deuxième challenge, c'est encore une fois pour répondre aux préjugés, aux idées reçues sur le handicap. Parce que c'est très souvent, que ce soit en conseil municipal ou même avec les entreprises que je peux rencontrer. Ah oui, mais finalement, un aveugle, ça navigue pas sur Internet, en fait. Mhm. Bah si, en fait, ça navigue sur Internet. Une personne qui a pas l'usage de ses mains, ça navigue sur Internet. Une personne qui peut avoir un très lourd handicap, peut avoir des joysticks au niveau de son fauteuil et Mhm. naviguer. Oui, mais à quoi ça sert? Il a des aides humaines pour le faire. Bah oui, mais bon, est-ce que l'indépendance d'une personne, ça fait pas partie de sa dignité? Mhm. Et ça, Ouais, c'est hyper il y en a intéressant, qui ont hein. tendance à l'oublier en fait. C'est pas Ouais. parce qu'une personne va avoir de l'aide Mhm. qu'elle sera pas fière. Et est-ce que ça lui Mhm. fera du bien dans sa vie de Mhm. savoir le faire elle-même? Mhm. On a trop de préjugés sur le handicap et ça, c'est une vraie barrière. Mhm. Ça me fait très mal au cœur en fait Mhm. de devoir encore en 2025 justifier ça. Ouais. Et des fois en face, on a encore malgré tout des objections. Des fois, il y en a qui comprennent, mais des fois, il y en a, ils sont butés sur leurs idées reçues. Mhm. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a énormément, finalement, il y a toute une part de ton travail qui est de la sensibilisation au handicap, au-delà même de travailler à mettre en conformité des sites internet. Toi, tu as tout un travail de sensibilisation que tu dois faire en amont, quelque part presque, pour arriver à convaincre qu'il va falloir qu'il passe par un prestataire, comme toi par exemple, quoi. Oui, Euh, c'est ça. et quand tu as fait ta formation, ça c'est des choses sur lesquelles ils vous avaient déjà sensibilisé ou c'est quelque chose que tu t'es rendu compte finalement en te lançant Pour, de cet aspect-là que tes clients, ça allait être, il allait falloir d'abord les accompagner à comprendre la question du handicap avant de les accompagner à se tourner vers non, la donc solution. il n'y a pas eu de sensibilisation à ça, c'était Ouais. très technique. Hmm. C'était vraiment eux, ils ont fait plutôt de la sensibilisation pour qu'on comprenne l'importance de l'accessibilité d'un site internet. Mhm. Après, ça nous a donné quelques exemples Mhm. de contenu inaccessible, de quel public va être bloqué Mhm. à tel parcours dans le site internet si tel élément inaccessible. Ça Mhm. reste sur des petites choses techniques, c'était plus pour appréhender le sujet, Mhm. ça allait pas pousser le fond. Mhm. Après, moi, c'est ça qui m'a intéressé malgré tout. Mhm. Et sorti de cette formation, c'est pas ça qui m'aurait donné mes compétences en accessibilité numérique. Après, là, il y a eu un vrai travail personnel Mhm. pour vraiment comprendre les lois, comprendre les référentiels, les critères techniques à respecter. Ok. Et tous les jours, en fait, je m'imprègne de ce qui peut se faire, même dans d'autres pays, Mhm. mais toujours en restant dans la loi française ou européenne. Ok. C'est hyper intéressant, je pense que c'est un secteur effectivement qui, j'ai l'impression, est quand même, on va dire, mal connu, l'accessibilité, hein, je parle, me semble extrêmement mal connu, alors que finalement il y a un besoin qui est absolument énorme. Bien sûr. Euh,
J'aime bien poser moi la question à mes invités, de savoir si ils ont été bien accueillis par les autorités locales. C'est-à-dire que quand on s'installe, souvent, alors il y a des entrepreneurs, ils doivent construire une usine. Donc là, forcément, il y a des discussions, il y a des enjeux de politique locale, etc. Et puis il y a des fois, il y a quelqu'un qui s'installe pour faire en auto-entrepreneur, je sais pas moi, pour faire du design, du graphisme. Et c'est pas du tout le même rapport avec, on va dire, les élus locaux. Toi, c'est un peu particulier finalement, parce que les élus locaux, ce sont tes clients. Oui. Et donc, si je te pose la question de savoir comment t'es accueilli, quelque part, tu y as déjà un peu répondu. C'est-à-dire que localement... Tel un charlatan. c'est ça, comme un charlatan. C'est comme ça que je le vois au début, ouais. mais ça reste pas en fait. Ouais. C'est ce qui est intéressant aussi, je pense que tout à chacun, on aime convaincre. Mm-hmm. Et surtout quand on porte vraiment cette passion et cette mission en fait, Ouais. on aime convaincre. Donc oui, au début ça fait un peu ce côté charlatan, mais après on se sent fier en fait. Moi par exemple, un conseil municipal peut durer 30 minutes, 1 heure. Après on nous laisse peu de temps en plus parce que il n'y a pas que nous à traiter Bien dans sûr, le sujet, mais clair. déjà quand on est invité, mais c'est déjà bien. Mais en fait, quand je sors, je suis libéré, en fait. Libéré parce que j'ai l'impression d'avoir semé des graines. Après, il y a des gens qui sont réceptifs, il y en a d'autres qui ne le sont pas, ça ne pourra pas changer. Mais on peut déjà donner information aux personnes qui ne l'ont pas. Maintenant, après, il y a l'information et il y a l'action. Bien sûr. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait de l'action et qu'on supprime toute cette exclusion autour du numérique. C'est génial. Est-ce que tu as des partenaires avec qui tu collabores de manière régulière? Non, pour le moment, pas vraiment. Encore une fois, mon entreprise est assez jeune. Par contre, je suis ouvert à des collaborations sur tout un sujet. Il n'y a pas de souci. Et comment est-ce que tu communiques par rapport à cette activité? Moi, j'ai un site internet. J'essaye... alors, les réseaux sociaux, c'est très marrant parce que on peut scinder en deux, vraiment mon métier, vraiment le côté conseil et expertise en accessibilité numérique et mon côté plutôt conception web designer. Donc là, sur le côté web design, je suis amené à accompagner aussi des clients sur leur gestion des réseaux sociaux, leur image, leur identité graphique. Donc pour les réseaux sociaux, je suis de très bons conseils, je peux vraiment accompagner. Par contre, je ne sais pas appliquer pour moi-même. Je n'arrive pas à trouver le temps de publier, et pourtant je sais à quel point ça peut être important et être un sacré levier, mais pour moi, je n'arrive pas à l'appliquer. Donc j'aimerais communiquer sur Instagram. D'ailleurs, j'ai une page Instagram, mais qui est presque vide. J'ai une page Facebook qui est complètement vide, et il faut vraiment que je m'y mette, mais j'arrive pas à trouver le temps. Est-ce que tu as déjà pensé à peut-être sous-traiter cette partie-là? Il faudrait. En fait, j'ai déjà pensé à de la sous-traitance. Je pense surtout sur l'aspect commercial. Donc pourquoi pas y intégrer éventuellement un community manager ou des choses comme ça. Mais là, pour le moment, début d'activité, donc pour le moment, comme beaucoup qui se lancent, je pense, on est un peu multicarte au début. Par contre, oui, il faut savoir déléguer à un moment donné si on veut grandir, quoi. Quand tu t'es lancé, est-ce que entre le moment où tu t'es lancé et maintenant, est-ce que tu trouves que ta clientèle a changé? Est-ce que aujourd'hui tu as la clientèle que tu pensais avoir au moment où tu t'es lancé? Non, pas du tout. En réalité, quand j'avais le projet de créer mon entreprise, donc au début de ma formation, je n'avais pas encore créé. C'était un projet. Donc moi, au départ, j'avais vraiment le projet d'être web designer. Donc j'avais une typologie de clients qui pouvaient être divers et variés, mais je ne l'avais pas vraiment ciblé. Par contre, au fil de ma formation, ça commence à se structurer dans ma tête, et ça a vraiment commencé à se structurer au lancement de mon entreprise et au fil des mois, en fait, sur cette première année. Sur cette première année, en fait, mon offre a évolué un peu vis-à-vis de ce que je voulais faire, vis-à-vis du fait qu'on ne peut pas toucher tout le monde, on ne peut pas être expert de tout le monde, et que le marché du web design est aussi hyper saturé, parce qu'il y a des agences, il y a des freelances, il
Il y a des personnes qui vont utiliser des outils gratuits ou à bas prix pour faire leur site internet. Et puis la concurrence est internationale quoi, sur tout ce qui est numérique. Quoi. En réalité, on peut très bien appeler un web designer indien, à bas coût aussi. Donc en fait, là, il a vraiment fallu que je me dirige plutôt sur une niche, mais plutôt que de choisir, comme j'ai pu l'entendre, tu devrais peut-être plutôt choisir les artisans ou plutôt les. Et je me suis dit, mais en fait, c'est à peu près au même moment que c'est arrivé vraiment mon envie de me spécialiser dans l'accessibilité numérique. Et c'est là où j'ai commencé ma formation aussi, en accessibilité. Et là, du coup, oui, entre le début de l'envie, le projet, et là où j'en suis maintenant, la typologie de client n'est plus du tout la même. Donc là, on touche vraiment les personnes qui sont dans l'obligation de se conformer aux normes d'accessibilité numérique, mais ça n'empêche pas que je peux faire un site internet d'une micro-crèche et de toute façon, il sera toujours nativement accessible avec moi. Oui, le site internet d'une association. Bien sûr. Je fais un petit clin d'œil. Alors d'ailleurs, en parlant de l'association, ça me fait revenir sur la question d'avant. C'est que c'est un métier quand même qui, hormis les fois où je peux démarcher, où je rencontre les élus locaux, je suis très souvent seul devant mon écran, enfermé dans mon bureau. En réalité, ça crée quand même un sentiment d'exclusion. Et tu me parlais de quelle démarche pour communiquer sur mon entreprise, à part mon site internet. Là, on n'est pas sur l'humain. Et justement, en voyant le réseau Entreprendre dans l'Ain, ça m'a permis de créer ce besoin d'humain qui me manquait un peu. Et surtout, aussi cette possibilité de s'exprimer, d'échanger avec les autres, et aussi de se faire connaître par d'autres, même de connaître d'autres. Génial. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Et je voudrais en profiter peut-être pour te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut lancer son entreprise demain ? En fait, on peut remuer, on peut procrastiner très longtemps à se dire est-ce que ça c'est la bonne solution, est-ce que c'est la bonne solution. Même moi, mon site internet, il n'est pas parfait, alors que j'en fais, mais j'ai mis des mois à me dire est-ce que ça c'est la bonne solution, est-ce que mon message il va être transmis correctement, est-ce que c'est une bonne idée que j'ai, est-ce que je vais pas trop perdre. En fait, il faut pas trop de remue-ménage. Il y a un moment, c'est normal d'essayer d'appréhender, de créer un projet, mais il y a un moment il faut se dire allez on y va quoi. Écoute, allez on y va. C'est effectivement un très chouette message pour ceux qui réfléchissent à se lancer, à se mettre à leur compte. Ça commence jamais. Sinon ça commence jamais, tout à fait. Julien, je te remercie pour ce Merci témoignage. À toi. Et pour ceux qui nous écoutent, continuez de nous soutenir sur les réseaux sociaux. Pour les entrepreneurs qui ont envie d'être accompagnés, je vous encourage donc à rejoindre nos réseaux pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir entrer en contact avec nous et puis que vous puissiez adhérer à l'association pour venir nous rejoindre sur nos événements. À savoir, j'en profite donc pour tout le monde d'annoncer une soirée de lancement à Ambutrix au LC Baravin le 10 juillet et on devrait avoir la semaine précédente une soirée conviviale pour tous les entrepreneurs qui le souhaitent. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de podcast d'Entreprendre dans l'Ain.